Bonjour à tous et bienvenue sur notre live pour ce festival culturel. Et oui, on fête sa 4e année, mais aujourd'hui, on a décidé de vous le présenter via une plateforme. Aujourd'hui, on va surtout questionner la thématique du rêve. Et oui, on vous propose des conférences, des expositions, les œuvres présentées par les étudiants. Il faut savoir que c'est un festival qui est organisé dans le cadre des JACES. Donc nous avons vraiment ce souhait de valoriser le travail des étudiants par le biais de cette plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les conférences, les concours photos. Voilà, plein de contenu pour vous émerveiller et pour rêver. Mais avant tout, on va vous présenter une exposition qui a été organisée par les étudiants de licence médiation culturelle. Donc cette exposition est organisée dans le cadre du festival culturel, donc images réelles et paysages mentaux. Donc c'est l'artiste Nicolas Chasseur-Skilbeck qui a décidé de travailler avec les étudiants. Donc Emmanuel Migues va pouvoir vous expliquer ce merveilleux projet. Donc bonjour, donc en effet cette exposition a été réalisée par les étudiants de L3 médiation culturelle de l'UFR Lettres Langues Sciences Humaines. Chaque année, les étudiants, dans le cadre de leur formation, montent un projet culturel et sa médiation. Ce projet transversal leur permet de mettre en pratique les apprentissages mis en œuvre dans leurs différents cours, aussi bien le cours de méthodologie de projet, le cours de communication professionnelle, d'infographie ou de médiation muséale. Donc cette année, les étudiants ont eu la chance, grâce à un partenariat avec le service Vide Campus, de travailler avec l'artiste vidéaste Nicolas Chasseur-Skilbeck. Donc cette exposition a été réalisée entièrement par les étudiants. Et donc, ils vont pouvoir vous présenter l'ensemble de leurs œuvres tout à l'heure. Des œuvres tout à l'heure. Et malheureusement, Nicolas devait être avec nous aujourd'hui, mais à cause des restrictions sanitaires, il n'a pas pu venir. Mais je sais qu'il nous regarde en ce moment. Voilà, donc nous sommes très fiers de pouvoir vous présenter cette exposition. Ça a été assez compliqué de la mettre en œuvre. Les étudiants y travaillent depuis le mois d'octobre. Donc ça a été difficile et c'est un plaisir aujourd'hui de voir que malgré tout, on peut continuer à faire vivre la culture et les arts à l'UPEC. Et je tiens à remercier tout particulièrement la bibliothèque universitaire qui accueille l'exposition du 6 au 16 avril. Voilà, je vais laisser maintenant la parole aux étudiants de médiation culturelle qui vont vous présenter l'exposition de Nicolas Chasseur-Skilbeck, Images réelles, paysages mentaux. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes les étudiantes de médiation culturelle. Donc je m'appelle Nathanelle et voici Axel et Charlotte. Donc aujourd'hui on est là pour vous présenter un petit peu notre travail sur l'exposition. Tout ce qu'on a pu mettre en place. On a divisé cette présentation en plusieurs parties. La première, ce sera pour présenter l'artiste, donc Nicolas Chasseur-Skilbeck, et donc un petit peu son parcours, la manière en fait dont il est arrivé à travailler avec l'art vidéo numérique, la façon dont il y est arrivé, ses études, etc. Et puis ce qu'il anime en tant qu'artiste dans son travail. Ensuite, on vous parlera un petit peu de ce que c'est l'art vidéo, l'art numérique, tout ça, quelle est son histoire, quels ont été les artistes aussi qui ont été précurseurs de cet art-là. Voilà, pour vous donner un petit panorama de cette partie de l'histoire de l'art. Et enfin, bien sûr, on vous présentera les œuvres qu'on a sélectionnées pour cette exposition, avec une petite médiation pour chacune d'elles, réalisée donc par nous trois. Voilà, donc vous pouvez bien entendu réagir sur nos réseaux sociaux, nous envoyer des messages si vous avez des questions à la suite de ce live. On y répondra avec plaisir, donc vous pouvez nous les envoyer sur Instagram, Twitter et Facebook. Et bien entendu, ensuite, vous pourrez venir faire une médiation dans cette exposition à la bibliothèque. Si vous êtes personnel de l'université ou bien étudiant à l'UPEC, quels que soient les UFR, vous pourrez venir nous rencontrer pour une visite sur l'exposition pour découvrir un petit peu les œuvres qu'on a sélectionnées. Voilà, donc c'est un projet qu'on a mené tout au long de l'année. Depuis notre entrée en fait, et donc qui ne s'est pas fait sans encombre compte tenu de la situation, mais
Mais voilà, on est très contente d'avoir pu mener à bien ce projet et de pouvoir vous le présenter aujourd'hui et pour les semaines à venir. Et donc, on est très contente de ça. Donc, pour le titre, on aimerait en dire un petit mot. En fait, on a choisi ce titre parce que ça a été décidé donc avec l'artiste Nicolas Chasseur-Skilbeck, parce que on trouvait en fait que on avait des images réelles. Ce sont les œuvres qui sont elles réelles et totalement matérielles. Et de ces œuvres, en fait, on pouvait se créer en fait un paysage mental. Donc c'est le cas de Nicolas. Vous le verrez tout à l'heure lors de sa présentation. Mais nous aussi, c'est vrai que à la vue de ces œuvres, on peut se créer un paysage mental, faire un petit voyage en fait dans notre esprit, rien que à travers des images réelles. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce titre. Et donc, je vais vous laisser découvrir un petit peu plus l'univers de Nicolas Chasseur-Skilbeck. Et voilà, donc je vais passer la parole à Axel. Merci beaucoup. Alors, Nicolas Chasseur-Skilbeck, effectivement, est un artiste contemporain franco-états-unien. Il est né à New York au milieu des années 80. Et il va arriver en France dès sa plus jeune enfance et voyager plusieurs fois, déménager et en fait chercher à retrouver un lieu qui lui est propre, un lieu familier, et c'est pourquoi il va développer son observation et sa sensibilité aux images afin de recréer son propre vocabulaire. Nicolas actuellement réside dans la ville de Tours et travaille régulièrement avec des associations et des organismes comme l'association Mode d'Emploi ou le Centre de création contemporaine Olivier Debré, le CCCOD, auquel on rend hommage également avec ce titre. Nicolas Chasseur-Skilbeck a débuté des études de cinéma à la suite d'une découverte de l'art vidéo et du montage dès ses 10 ans et finalement découvre que ça n'est pas ce qui lui plaît puisque l'enseignement théorique est beaucoup trop codifié à son goût et il cherche à expérimenter et trouver ses propres codes hors du cadre. C'est pourquoi il va réfléchir et appeler dans toute la France une école d'expression artistique qui s'intéresse et s'ouvre aux techniques du numérique, encore plutôt rares au début des années 2000, et trouve l'École nationale supérieure des beaux-arts de Bourges, où il va pouvoir rencontrer la création contemporaine numérique, différentes techniques, et aussi s'imprégner des arts plus classiques comme la peinture et le cinéma, la gravure ou encore la danse et différentes expérimentations sonores qui utilisent également le matériau numérique. Aujourd'hui, il fait des vidéos, néanmoins, il réutilise sa langue maternelle, qui est l'anglais, pour se désigner plutôt comme video artist, plutôt que artiste vidéaste ou bien artiste numérique ou encore plasticien. Et il le traduit lui-même en français comme faiseur d'images. C'est une expression plutôt étrange, mais également très poétique, qui s'inspire de la littérature notamment. Dans son processus artistique, il travaille énormément la temporalité et la durée. C'est pourquoi la vidéo et le numérique sont les matériaux les plus adéquats à ce genre d'expérimentation. Et nous allons voir ensuite pourquoi. Néanmoins, ces pratiques aujourd'hui sont encore peu montrées dans les expositions, ce qui est très dommage, et c'est pourquoi la Galerie Charlot à Paris, qui est spécialisée dans les arts numériques et dans différentes expressions, de la machine aux sonorisations, aux immersions également, nous permet de voir un panel beaucoup plus large de l'art contemporain numérique aujourd'hui. Nicolas Chasseur-Skilbeck, il utilise également différentes formes que la vidéo numérique, comme le mapping, qui est une projection extérieure d'une vidéo et qui s'insère dans un milieu urbain ou rural pour se fondre dans le décor. Il choisit parfois aussi de fondre le spectateur dans
ces installations immersives avec des projections à grande échelle, comme il a pu le faire dans son œuvre My Mind is Going en 2019 au CCCOD, où il avait projeté 3 images sur 3 des 4 écrans afin qu'on soit totalement immergé en tant que spectateur à l'intérieur de ce cadre et qu'on regarde à travers son regard à lui. Nous allons voir aujourd'hui en quoi ces expressions artistiques sont importantes dans la scène culturelle des arts plastiques et également pour l'artiste lui-même dans son expression même et dans la réception que ces publics peuvent en faire. Avec Charlotte qui va nous en dire un peu plus et peut-être vous donner envie de vous y mettre vous aussi. Merci. Alors, l'art vidéo, c'est un art qui naît au XXe siècle. Il est inspiré par la télévision et le cinéma expérimental notamment. Et on peut avoir une première ébauche de ce qu'est donc l'art vidéo, un des débuts, avec le court-métrage qui a été réalisé par Salvador Dali et Luis Buñuel, Un chien andalou, en 1929. Donc c'était une des premières expérimentations. On a tous en tête le fameux plan de l'œil coupé, qui était en fait un œil de bœuf, mais la magie du montage vidéo fait que l'on croit voir l'œil d'une femme qui a été coupée. Donc ça a créé un réel bouleversement dans le 7e art et ça a été une des premières ébauches de l'art vidéo réellement. L'art vidéo, il s'est ensuite extrêmement développé en Europe, notamment dans les années 60. L'un des grands pionniers de cet art, c'est Nam Dui Paik, qui est considéré comme le grand représentant, le précurseur dans ce domaine-là. Il a réalisé en 1963 la première exposition qui était entièrement consacrée à l'art vidéo. Donc cette exposition, c'était l'Exposition of Music and Electronic Television, qui fut en fait une installation dans la galerie du Parnasse à Wuppertal en Allemagne. Donc c'était l'installation de 13 écrans de télévision disposés avec des aimants de différents angles qui permettaient en fait de créer une manipulation de l'image, une distorsion sonore et visuelle. Donc c'était réellement le fait de présenter des projections sur une télévision, mais en détournant cette image, en détournant la vision habituelle qu'on a de la télévision en tant que spectateur. Donc ensuite, cette pratique, elle a été un petit peu plus démocratisée dans les années 70, notamment avec les Danish Workshop Vidéo et Danish Film Workshop, qui ont permis justement d'étendre la recherche sur ce domaine artistique en 1977 avec la fondation de ces ateliers au Danemark. Puis le centre de création, le département de vidéo en fait, qui a été créé en 1979 au centre Georges Pompidou. Ensuite, les années 80 ont réellement permis de populariser cet art. En fait, l'art vidéo a réellement pu se développer au gré des évolutions techniques et technologiques. On sait qu'en 1983, il y a eu la commercialisation par Sony du Betamovie. Donc, c'était une caméra portative qui permettait en fait de sortir réellement l'art vidéo des studios de cinéma. On a eu la première ébauche en fait qui a été le porte-à-pack en 1965 et qui a été largement popularisé par Nam Dui Paik d'ailleurs et qui ont permis réellement de faire de l'art vidéo un outil sociologique, un outil qui s'inspirait énormément en fait d'un rapport beaucoup plus concret, d'un rapport beaucoup plus intime de l'artiste au monde extérieur et à la réalité, puisque l'artiste n'était plus obligé de travailler en studio et pouvait concevoir ses propres captations largement inspirées du documentaire et créer une relation beaucoup plus intime entre l'artiste et la vidéo. Donc ainsi, les années 80 ont permis la création d'outils et de caméras qui étaient de plus en plus légères et de moins en moins chères. Il y a eu le Betamovie en 1983, puis d'autres appareils, conjointement à l'amélioration de la vidéo, l'amélioration de la coloration et également le fait de pouvoir utiliser des bandes de découpage qui ont permis réellement de perfectionner cet art et de le populariser et de rendre cette pratique amateur. Et ça a été la chose réellement particulière. Les années 80 ont aussi été importantes et particulières pour l'art vidéo et son développement, puisque il y a eu l'avènement du clip vidéo dans les années 80. Donc l'industrie musicale a largement permis de populariser cet art, puisqu'on avait sur les écrans de télévision chez nous, réellement, des démonstrations populaires de ce que pouvait être l'art vidéo et de montrer ce qu'on pouvait faire avec la vidéo. Donc à cette période, on a également l'art vidéo qui va réellement être introduit dans les institutions culturelles. Et on va avoir par exemple Bucky Schwartz qui va mettre en place un labyrinthe avec des vues aériennes. Il y aura toute une installation de vidéos et d'écrans qui vont être mis en vue aérienne et qui vont permettre aux spectateurs de déambuler dans un labyrinthe et de retrouver son chemin par les écrans vidéo disposés au-dessus de lui. On a également
Jeffrey Shaw, qui va mettre en place une installation où le spectateur est même invité à pédaler sur un vélo. Il y a un écran projeté devant lui, et en fait, c'est lui qui va faire avancer l'œuvre. Donc, on passe réellement dans des œuvres qui sont beaucoup plus des installations, et où le spectateur a une place et devient acteur des choses. Donc, cette idée-là, elle va réellement de pair avec une évolution qu'il va y avoir dans les années 90, puisque l'art vidéo va être largement muté, va rentrer en mutation avec les différents procédés techniques et technologiques qui apparaissent à cette époque. On a notamment la révolution de l'art numérique qui va faire en sorte en fait que cet art va devenir hybride. En fait, on arrive de plus en plus à un art total et on arrive à un entrecroisement entre ces arts. Donc, l'art numérique, quant à lui, il est également né au XXe siècle, mais il découle d'abord de la création des premiers ordinateurs. Donc là, on retourne en arrière, on est direction 1950. Les premières ébauches, on va dire, d'art numérique apparaissent d'abord en fait sur des logiciels de dessin, des logiciels de graphisme, sur lesquels les premiers artistes en fait font des figures abstraites, des spirales, utilisent des logiciels qui sont sur ordinateur pour pouvoir justement expérimenter ces premières ébauches et développer dans un premier temps cet art numérique. L'un des grands visionnaires de l'art numérique, c'est Charles Surrey, donc un Américain qui a été pionnier dans l'art numérique et qui a vu en fait en l'art numérique une façon de redéfinir la réalité, de redéfinir l'art lui-même. Donc il a même ouvert un centre de recherche qui était dédié au développement de l'art numérique à l'université de l'Ohio. Donc ensuite, l'art numérique il va largement se développer dans les années 70 et les années 80, encore une fois, puisqu'au gré, conjointement au développement technique et technologique, on va pouvoir, en fait, les artistes peuvent réellement mettre en place des installations immersives et interactives qui vont bouleverser le rapport à l'espace d'exposition et le rapport au réel pour les spectateurs. On a par exemple le pavillon chromatique qui a été mis en place en 1986 par Jean-Robert Sedano et Solveig Déory. Donc ce pavillon chromatique, en fait, dans un premier temps, il a été mis en place au Jardin du Rennelague à Paris. Et c'était l'occasion pour les spectateurs de marcher sur un espace dans le kiosque avec des capteurs de mouvement qui étaient situés dans le sol. Et en fait, ces capteurs de mouvement étaient reliés à des écrans et reliés à des enceintes qui permettaient de faire une musique. C'est-à-dire que les spectateurs eux-mêmes faisaient la musique et étaient acteurs et constructeurs, en fait, de cet espace immersif et de cet espace musical. Donc ça a été un grand renouveau. Et on avait réellement cette idée qu'à l'époque, le spectateur devient acteur et les dispositifs d'art numérique ne sont pas seulement de l'art numérique, mais font également intervenir la musique, l'art sonore. Donc on a cette pluralité et cette diversité de l'art et cet aspect d'installation interactive et participative. Bien sûr, la révolution Internet va bouleverser encore les lignes du possible et on va voir émerger de nouvelles formes et de nouvelles formes d'expression dans cet art numérique. En fait, dans les années 90, c'est largement venu en fait, des pays d'ex-Europe, de pays d'Europe de l'Est et d'ex-URSS, pardon. Donc, c'était des pays qui étaient soumis à des régimes qui étaient non démocratiques. Et donc, les premières ébauches de cet art numérique, du web art, en fait, se sont faites par des personnes qui se voulaient justement critiques face à ces systèmes et qui, en fait, réellement étaient dans un détournement et une critique, en fait, de fonctionnement, du traçage de la vie privée ou du rapport le fait que la vie privée en fait soit exposée sur les réseaux. Donc c'était réellement un outil critique et social et ça permettait également d'entretenir un lien beaucoup plus particulier puisque le fait justement d'avoir ces réseaux en ligne, c'était une façon de voir l'art comme un réel relais citoyen et ça a énormément inspiré beaucoup d'artistes puisqu'on va avoir par exemple Paul Sirio qui va mettre en place des impressions de Google Street View et qu'il va en fait placarder dans les lieux où les captations ont été faites pour justement mettre à distance et permettre aux citoyens de s'interroger sur les pratiques de l'art numérique, mais également sur sa propre pratique des algorithmes, sa propre pratique d'Internet et se rendre compte un petit peu du monde qui l'entoure. Il y a réellement un rapport beaucoup plus réflexif dans l'art numérique lorsqu'il est lié justement à cette utilisation des réseaux. Il y a énormément d'artistes qui jouent également sur, par exemple, l'artiste System, qui va jouer sur l'esthétisation des bugs et présenter une ébauche du glitch art. Donc, c'est réellement le fait de jouer sur cette esthétisation. Lorsque un site internet va bugger ou qu'un écran va être cassé, on va avoir justement des impressions et des œuvres qui vont jouer sur ce graphisme-là, avec des œuvres roses extrêmement colorées et qui vont jouer sur ce détournement des réseaux et détournement des erreurs internet. Ensuite, l'art vidéo va également évoluer. Puisqu'il devient, comme je l'ai dit, extrêmement interactif et participatif et il va beaucoup s'inspirer du jeu vidéo.
On en a par exemple un exemple parfait en fait en 2004, la BNF, donc Bibliothèque nationale de France, pardon, qui a été transformée en partie de Tetris géante grâce à une projection. Donc voilà, c'est un parfait exemple. Et en fait, l'art réellement numérique permet à la fois d'être un outil critique, un outil ludique, un outil citoyen. Et le fait est que la révolution numérique permet également au public et aux citoyens d'être eux-mêmes producteurs en amateurs et de pouvoir faire des choses et de pouvoir eux-mêmes être artistes. Et c'est vrai que c'est réellement l'intérêt aussi. Donc si ça vous intéresse, je vous invite, il y a énormément de lieux qui sont dédiés justement à l'art numérique. Et par exemple, la Gaîté Lyrique que vous pouvez découvrir à Paris ou dont vous pouvez aller visiter le site. La Galerie Charlot également, qui met en visibilité, qui présente des artistes et des œuvres numériques. Vous pouvez également voir des événements comme Nuit Blanche ou la Fête des Lumières de Lyon ou encore les Biennales des Arts Numériques. Donc maintenant, on va passer à une présentation des œuvres de Nicolas Chasseur-Skilbeck, justement, qui lui combine bien ces médiums et montre la complémentarité qui peut exister entre le médium numérique et le médium vidéo. Donc moi, je vais vous présenter donc Passage. Donc c'est l'œuvre qui se trouve derrière moi. Donc déjà, pour commencer, c'est une œuvre qui dénote un petit peu du reste des œuvres qu'on a sélectionnées pour l'exposition, puisque comme vous le voyez, c'est un paysage assez urbain, assez industriel, avec ce pont métallique. En réalité, l'œuvre de Nicolas, ou du moins les œuvres qu'on a choisies pour cette exposition, elles sont plutôt tournées vers la nature et une présence humaine assez réduite. Et dans cette œuvre-là, on a une présence humaine qui est très, très forte, puisqu'on a une construction humaine et on a également des voitures qui passent, des personnages qui passent. Alors, cette œuvre, elle a été réalisée à Porto, donc c'est un pont à Porto, qui s'appelle le pont Dom Luís. Et elle a été réalisée donc en 2016 dans le cadre d'un partenariat entre la ville de Tours et la ville de Porto, et par le biais des associations donc Mode d'emploi dont on a parlé tout à l'heure et Screi. Alors, la technique de Nicolas, en fait, pour réaliser cette œuvre, c'est un petit peu comme pour toutes ses œuvres, c'est-à-dire qu'il va se balader un petit peu dans l'endroit où il est pour trouver un point de vue qui va l'intéresser et qui va lui permettre de développer un propos artistique, et ce qui fait qu'il fait plusieurs prises de vue afin de pouvoir choisir. Pour cette œuvre, il a réalisé une quinzaine de prises de vue, ce qui est un peu plus que la majorité du reste de son œuvre, en fait. Et à chaque fois, pour chaque prise de vue, il a dû réaliser à peu près 2 heures de montage pour voir si le résultat lui plaisait, qu'est-ce qu'il y avait à modifier, qu'est-ce qu'il y avait à garder, enfin voilà, pour travailler. En fait, s'il y a eu un petit peu plus de prises pour cette œuvre, ça s'explique parce que, en réalité, cette œuvre, c'était la vue qu'il avait depuis sa résidence à Porto, ce qui explique du coup qu'il a pu la filmer plusieurs fois et donc retravailler beaucoup plus dessus que ce qu'il aurait pu faire habituellement, même s'il travaille beaucoup avec plusieurs prises sur à peu près toutes ses œuvres. Et donc, c'est comme ça qu'il a travaillé. Également, il a travaillé donc avec ce pont, et il a travaillé avec ce pont, et il utilise une technique spécifique, donc ce qui permet en fait les jeux de lumière et de texture que vous voyez. Alors cette technique, ça s'appelle le compositing ou la soustraction vidéo. Et en fait, ça consiste à alors, il le fait sur le logiciel Final Cut Pro X, et c'est une technique qui est utilisée dans la publicité en réalité. C'est un exemple qu'il nous avait donné, mais par exemple, quand vous avez une agence de voyage qui veut intégrer dans son titre par exemple des vagues de la mer, par exemple, il utilise la technique du compositing ou de la soustraction vidéo. Et donc Nicolas, il va utiliser cette technique. Bon, bien évidemment, il va la détourner pour en faire un propos artistique. Et donc, ça va en fait lui permettre d'inverser les rapports de luminosité. Donc, au début, l'œuvre est sombre alors qu'elle a été filmée en plein jour. Donc, c'est un peu, ça nous paraît un petit peu bizarre. Et il a filmé pendant un jour où il faisait mauvais, puisqu'en fait la météo c'est très important dans l'œuvre de Nicolas. En fait, ça lui permet de faire des choix, de voir ce qui lui plaît ou pas. Et pour cette œuvre, il a choisi donc un moment où il faisait pas très beau, donc où les nuages étaient particulièrement gris.
Mais on voit dans cette œuvre en fait que les nuages ici sont plutôt blancs et que ce sont eux qui apportent la luminosité. Donc par cette technique de compositing, il a inversé, c'est-à-dire que le ciel qui était clair est devenu sombre et les nuages qui eux étaient gris, voire gris foncé, sont devenus la source de lumière. Il y a vraiment un jeu comme ça avec la luminosité qui est très très important dans l'œuvre de Nicolas, et qui donne un aspect un petit peu mystique à cette œuvre, et un aspect mystique qui est forcément qui est renforcé par ces personnages que l'on voit, donc il a joué également avec le sens de circulation. Vous voyez des voitures qui ont vous avez l'impression qu'elles vont à reculons, des personnages qui marchent à reculons. Donc il a utilisé cette technique. Et on voit que ces personnages, ils sont sombres ou lumineux, un petit peu comme le ciel et les nuages, et qui rajoutent un aspect mystique à l'œuvre, et qui donne un petit peu cette impression d'âme en fait, et qui joue forcément avec le titre donc de l'exposition qui s'appelle Passage, passage au pluriel. Donc passage, ça peut être l'idée du pont qui permet de passer. En réalité, on peut s'imaginer que s'il y a un S, c'est parce qu'il y a plusieurs ponts en réalité dans cette vidéo, mais aussi on peut le voir comme quelque chose de plus spirituel, un aspect plus mystique d'un passage d'âme, d'un monde à l'autre finalement, qui pourrait faire penser dans la mythologie aux Styx, avec Charon qui fait passer les âmes, et donc ça pourrait être renforcé par cette idée de personnage un petit peu énigmatique. En tout cas, cette œuvre, elle peut nous sembler assez irréelle. On peut voir, à certains moments, on a l'impression que c'est comme s'il y avait une texture qui ressortait. On a un peu l'impression d'une gravure à certains moments. Ça, c'est quelque chose que Nicolas apprécie beaucoup, le fait qu'on puisse se demander en fait si l'œuvre a été réellement filmée finalement. Donc vous l'avez vu, il filme à chaque fois les paysages, mais on peut se poser la question de si c'est simplement une réalisation par ordinateur. Et ça, c'est quelque chose que Nicolas apprécie qu'on se pose. Et ça traduit aussi, ça donne un côté un petit peu irréel à cette œuvre, donc, et ça traduit aussi l'idée que Nicolas, il aime beaucoup travailler avec plusieurs formes d'art, et il a un vrai attrait pour le reste de l'histoire de l'art, ce qui en fait lui permet de jouer avec un petit peu toutes les techniques artistiques et un petit peu de les exploiter dans ses œuvres. Donc cette œuvre, elle est quand même, donc vous l'avez vu, très énigmatique. Elle nous fait nous poser des questions, et en tout cas, j'espère qu'elle vous en posera, et n'hésitez pas à nous les poser sur nos réseaux sociaux. Et on va passer donc à l'œuvre suivante. Donc pour cette seconde œuvre, donc elle peut éventuellement vous faire penser un petit peu à Passage, parce que en fait, on a une autoroute. Vous allez voir, il y a des voitures qui passent. Mais on remarque quand même qu'il y a une vraie différence, puisque ici, le point de focalisation, il est sur un arbre. Donc on a cette trace humaine, et en même temps, on commence un petit peu à apercevoir cette idée de la nature qui est chère à Nicolas. Et donc, en fait, cette œuvre, elle a été réalisée en 2017. Donc, c'est lors d'un projet, donc un dispositif qui s'appelle Etna, qui a été lancé, en fait, c'est un appel à projet qui a été lancé par les autoroutes Vinci, donc par l'entreprise Vinci Autoroutes, qui est, en fait, souhaité qu'il y ait des artistes contemporains qui viennent mettre en image leurs autoroutes. Et donc, à ce titre, Nicolas Chasseur-Skilbeck a pu développer son propos artistique, et a pu avoir une totale liberté pour la création de cette œuvre. Alors, il faut savoir que cette œuvre, en fait, elle a été réalisée sur un chantier. Il y avait un chantier sur l'autoroute entre Tours et Poitiers, et c'est dans ce cadre-là que Nicolas a pu donc travailler. Et en réalité, cette œuvre, il était en train en fait de filmer le chantier, et il a été attiré par cet arbre, le mouvement de cet arbre avec le mouvement des voitures, et ça l'a intéressé. Et c'est pour ça qu'on a donc cette œuvre. Au départ, en fait, ça devait être une composition. Cette partie de vidéo devait faire partie d'une composition qui s'appelle Abyss. Mais finalement, Nicolas, il trouvait que Abyss, elle était très tournée vers le chantier de l'autoroute, alors que cette œuvre, elle avait quand même un côté beaucoup plus naturel, avec vraiment, on est fixé sur cet arbre, et donc il a préféré les séparer. Donc, comme vous pouvez le constater, cette œuvre, elle montre en fait un arbre en mouvement et des voitures. On a un mouvement assez particulier.
on a vraiment l'arbre d'un côté, les voitures de l'autre. En fait, c'est 2 vidéos qui ont été superposées. Donc, il a d'abord pris l'arbre en vidéo et ensuite, il a pris les voitures et il a superposé les deux. Et grâce au compositing vidéo, il a pu créer l'effet de transparence des véhicules qui viennent ensuite modifier la couleur de l'arbre et la couleur de la composition de manière générale. Et donc, il donne cet aspect-là, en fait, avec les logos et les couleurs des voitures, l'arbre et les couleurs de l'arbre se modifient. Alors, dans cet arbre, en fait, on a une perturbation vraiment de notre regard et de l'œuvre en règle générale. On a l'impression, on ne sait pas trop si c'est notre œil qui a un problème de couleur ou si c'est vraiment l'œuvre qui est comme ça. Donc, c'est vraiment l'œuvre qui est comme ça. Mais c'est vrai qu'on se pose la question un petit peu comme Passage avec cette idée d'où on a l'impression de voir de la texture. Et c'est très intéressant à voir. Également, pour cette œuvre, en réalité, on remarque aussi qu'il y a une idée de... vous pouvez peut-être voir, alors je ne sais pas, ça c'est quelque chose qui est assez propre à chacun finalement, mais c'est vrai que si on se fixe pendant longtemps sur cette œuvre, on peut presque avoir l'impression d'entendre des bruits, les bruits des voitures, le vent dans les feuilles. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la synesthésie, c'est le fait d'avoir plusieurs sens en même temps et donc peut-être cette idée d'avoir des sens qui nous apparaissent alors qu'en fait il n'y en a pas, et finalement une imagination des sensations et des sens qui apparaissent avec cette vidéo et ces images. Aussi, on a une impression également de dualité. Alors forcément c'est un jeu avec le titre, puisque The Other Side en anglais ça veut dire l'autre côté. Alors il y a un peu un jeu avec les points de vue, on ne sait pas trop de quel côté on parle. Est-ce qu'on parle du côté de la voiture? Est-ce qu'on parle du côté des arbres? Est-ce qu'on est plutôt dans la contemplation? Est-ce qu'on est plutôt dans l'action? La contemplation, ce serait plutôt donc l'arbre. L'action, c'est les véhicules qui passent rapidement. Et donc on a une dualité qui se forme entre cet arbre qui est pérenne, qui est stable, et qui n'est pas une construction humaine, qui est quelque chose de naturel. Et on a ensuite qui s'oppose, ou du moins qui joue avec le côté des voitures, en fait, qui sont une création humaine, conduite généralement par des humains, et qui en fait viennent apporter ce côté beaucoup plus brut, beaucoup plus rapide. Donc on voit également un jeu avec la temporalité, puisque cet arbre, il va très doucement, ses feuilles bougent lentement au gré du vent et de manière assez régulière, alors qu'on a ces voitures qui passent de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus saccadée, forcément, puisque c'est un humain, c'est les humains, et c'est beaucoup moins régulier, et on a cette idée un petit peu également de sérendipité qui plaît à Nicolas, c'est-à-dire le fait que d'un hasard, en fait, on peut trouver quelque chose d'intéressant. Et là, c'est un peu ça, les voitures, on ne peut pas les contrôler. Si personne n'était passé sur cette autoroute ce jour-là, eh bien, voilà, l'œuvre aurait été totalement différente. En tout cas, on ne peut pas contrôler le mouvement des voitures. Et donc ça crée forcément une dualité temporelle entre les deux, qui ont des temporalités très différentes et qui viennent vraiment jouer avec nos sensations, avec quelque chose de calme d'un côté et quelque chose de beaucoup plus mouvementé de l'autre. C'est une dualité qui est un peu, je ne sais pas si vous avez cette impression, qui est un peu générale dans l'œuvre. On ne sait pas trop. Enfin, il y a vraiment un double sens en fait, et on peut le voir avec l'idée d'un titre en fait que Nicolas viendrait donc Nicolas Chasseur-Skilbeck viendrait nous donner une autre définition de ce qu'est l'autre côté. Finalement, est-ce qu'on parle juste de l'autre côté de la route, ou est-ce que on peut imaginer un autre côté avec un autre espace-temps, un autre univers complètement différent? Et donc à partir de ces images réelles qu'il a filmées, est-ce qu'on n'aurait pas finalement un paysage mental qui est en train de se créer et qui nous transporte, qui nous fait voyager un petit peu ailleurs? Alors, je vais vous présenter l'œuvre Electric Flow, qui est ici derrière moi. Donc, c'est une œuvre que Nicolas Chasseur-Skilbeck a réalisée en 2019 lors d'une résidence au Fayoum Art Center qu'il a faite en Égypte, à Tunis Village plus précisément. Donc, en fait, il avait été invité par le Centre de création contemporaine Olivier Debray de Tours, donc CCCOD,
et donc par l'Institut français en Égypte, à réaliser plusieurs travaux et à faire de la recherche là-bas. Donc il s'est réellement immergé dans le milieu, il a été imprégné par les éléments et par les paysages d'Égypte, et il a d'ailleurs produit une série d'œuvres égyptiennes qu'on peut retrouver par exemple en fait une de ses œuvres, donc Egyptian Path, qui a été en fait l'objet de sa première exposition personnelle à la galerie Madrar, puis également qui a été exposée à la galerie Charlot au printemps 2020. Donc l'œuvre Electric Flow que vous pouvez voir ici, elle est particulière. La première chose qui nous frappe en fait, c'est le contraste qu'il y a dans cette œuvre, le contraste déjà entre les éléments. On a le ciel avec ce fond montagneux du Sahara et cette eau bouillonnante, cette eau vivante. Alors en fait, cette eau, c'est le lac Karoun. Donc en fait, c'est un lac artificiel. Donc selon les dires locaux de ce qu'a pu entendre en fait Nicolas Chasseur-Skilbeck, ça aurait été l'un des plus anciens lacs artificiels jamais créés, puisqu'il aurait été créé en fait par Joseph, l'un des chefs des 7 tribus juives en moins 3000 avant Jésus-Christ. Donc ça charge également ce lac d'une histoire et une particularité. Donc c'est vrai qu'il y a ce contraste entre ce ciel qui est plombant sur plombant, immuable, et cette eau qui est particulièrement bouillonnante. Donc après, ce qu'il y a également de particulier dans cette œuvre, c'est qu'en fait c'est assez occasionnel d'avoir cette eau aussi agitée pour ce lac. En fait, comme on vous l'a expliqué, Nicolas Chasseur-Skilbeck, il joue avec les éléments de la nature, avec ce qui l'entoure, et en fait, le lac est habituellement beaucoup plus calme et beaucoup plus plat. Et en fait, lors de sa résidence, une journée, il a vu que le ciel était particulièrement venteux et nuageux, et il a décidé d'aller poser sa caméra et d'aller filmer le lac, et ce qui a donné justement ce lac qui est particulièrement agité et donné cette impression de mouvement, et ce qui joue également sur ce contraste, puisqu'on a réellement ce bouillonnement et ce rythme qui proviennent du bas, puis cette immuabilité que nous retrouvons en haut dans le ciel. Le contraste également qui doit vous frapper peut-être le plus, c'est bien sûr les couleurs. Donc Nicolas Chasseur-Skilbeck, par la retouche numérique, a réellement joué sur cette saturation chromatique. Donc là, on a réellement un contraste net et clair entre ce rose, ces camailleux de rosé rouge provenant du ciel, et ce bleu extrêmement fluorescent, extrêmement électrique, d'où le nom Electric Flow, de l'eau, et également avec ces pointes de rose extrêmement vives. Donc c'est extrêmement particulier, c'est ce qui donne ce rythme et cette particularité. Et c'est vrai que le fait en fait d'avoir joué avec ces retouches techniques, ces retouches numériques qu'il a pu faire, ça a également permis de jouer sur la matérialité et la texture de l'œuvre. Parce que si vous le remarquez bien, au-delà de l'aspect fluorescent, on a presque l'impression que les vaguelettes, que l'eau du lac est palpable. On a presque l'impression, enfin je ne sais pas si vous l'avez, mais que l'eau est prête à sortir et que comme ça, ces vagues viennent vers vous. Donc il y a réellement une texture et une matière qui est toute particulière dans cette œuvre et qu'on peut le voir ici. Donc on a presque l'impression, encore une fois, d'avoir un contraste fort entre l'eau bouillonnante électrique qui apparaît presque comme une image de synthèse 3D, et le ciel qui, à contrario, est en aplat rose et a presque un aspect beaucoup plus pictural. Donc on est là, on retrouve typiquement un intérêt particulier de Nicolas Chasseur-Skilbeck pour les supports visuels, puisqu'on a un jeu de texture entre une forme de picturalité et une forme au contraire d'image beaucoup plus de synthèse. Donc ça c'est extrêmement particulier, ça contribue au rythme de l'œuvre et à ce jeu de contraste qui est tout particulier, qui fait la singularité de cette œuvre. Donc également, comme vous l'a rappelé Nathanaël tout à l'heure, on retrouve également dans cette œuvre un élément particulièrement synesthésique. En effet, l'eau bouillonnante, comme vous pouvez la voir, et justement cette saturation chromatique a fait que Nicolas Chasseur-Skilbeck a décidé de ne pas mettre de bande sonore derrière, de ne pas faire de création sonore, puisqu'il dit lui-même que cette œuvre est particulièrement bruyante. Donc en effet, il y a un tel mouvement et un tel rythme, en fait, visuellement, qu'on a presque l'impression d'entendre le vacarme des vagues et d'entendre ce bouillonnement de l'eau. Ce qui fait qu'en fait, il n'y avait pas besoin de rajouter de bande sonore, puisque l'image est synesthésique, elle nous prête à entendre des bruits, donc que ce soit les clapotis de l'eau, ou peut-être que vous entendez, une musique plus métallique ou une musique, je ne sais pas, puisque en fait, ce que nous a rappelé également Nicolas Chasseur-Skilbeck, c'est qu'il y avait dans cette eau et dans ce bouillonnement et ces mouvements de l'eau, on avait presque l'impression d'avoir en figuration, vous savez, sur les bandes de son, lorsqu'on a une figuration du son, on a ces espèces de stries très saturées chromatiquement, et on retrouve un petit peu ce même effet. Donc à vous de nous dire en commentaire si vous entendez le lac chanter. Alors maintenant, je vais vous présenter l'œuvre
donc Lac Caroun de Nicolas Chasseur-Skilbeck. Donc c'est une œuvre qui a également été réalisée en fait pendant la résidence de Nicolas Chasseur-Skilbeck au Fayoum Art Center, donc lors de sa résidence en 2019. C'est assez intéressant de pouvoir vous présenter cette œuvre après vous avoir présenté Electric Flow, puisque vous êtes frappé par le fait que ces œuvres sont esthétiquement complètement différentes, et pourtant elles ont été prises dans le même contexte et dans le même contexte géographique, même si bien sûr les angles de vue sont différents comme vous pouvez le voir. En fait, cette œuvre donc met en avant un désert, donc en fait l'entrée de l'oasis du Fayoum. Et donc la particularité de cette œuvre, c'est qu'elle a été travaillée par la technique de soustraction vidéo, et c'est ce qui donne en fait cette dimension extrêmement sombre et extrêmement insolite à l'œuvre, puisqu'on a plutôt l'habitude d'avoir des images de désert avec un sable extrêmement jaune, des tons plus jaunes et un ciel très bleu azur, et là on se retrouve avec un ciel qui est extrêmement sombre, chargé de nuages, et donc cette immensité désertique très très sombre, des tonalités de plus sombres. Donc en fait la particularité encore une fois, c'est que Nicolas Chasseur-Skilbeck a voulu justement mettre en avant un ciel nuageux. Donc il a décidé de poser sa caméra lorsque justement le ciel était encore une fois très nuageux, puisque par le biais de la soustraction vidéo, il a pu jouer sur cette inversion des rapports de luminosité et donc permettre d'apporter la lumière par le biais des nuages, et donc d'avoir une forme d'apparition progressive et modulable du désert au gré justement du passage des nuages, et d'avoir cette impression d'ombre. Donc la particularité de la soustraction vidéo, comme je vous l'ai rappelé, c'est également que ça a induit un grand changement de texture. Et cette œuvre, elle est particulière puisqu'elle prend réellement des allures de gravure. Si vous regardez bien, on a réellement l'impression que les nuages apparaissent, les formes et les ombres apparaissent comme des taches d'encre. Et on a réellement cette sensation d'avoir un support, d'avoir une gravure sous les yeux qui, à des moments, évolue de façon à avoir l'impression d'avoir presque une image de synthèse également. Donc il y a encore une fois une forme de transversalité, une forme de jeu d'écho dans les supports visuels et dans que peut induire justement l'utilisation donc des retouches numériques par Nicolas Chasseur-Skilbeck, ce qui est particulièrement intéressant. Donc cette œuvre également, contrairement à Electric Flow, c'est une œuvre qui attend beaucoup plus de la contemplation de la part du spectateur. C'est-à-dire que contrairement à Electric Flow, là nous sommes sur une œuvre qui est beaucoup plus lente. C'est-à-dire que l'évolution de l'image et l'évolution de la vidéo va jouer justement sur un temps qui semble complètement déconstruit. Et ça fait partie réellement c'est une des caractéristiques du travail de Nicolas Chasseur-Skilbeck qui joue sur cette suspension de la temporalité. Et là, c'est réellement ce qu'on peut observer dans cette œuvre. C'est que le spectateur est invité à avoir une attitude contemplative, et être immergé dans cet univers qui évolue lentement et qui vous englobe. Donc là, c'est réellement cet effet, on a l'impression d'un univers qui sort même d'ailleurs d'une autre planète. Et ce qui est assez intéressant justement par ces retouches numériques et par cette tonalité qui sont particulièrement sombres, ces tons ocre, ce ciel extrêmement sombre et ces nuages un peu plus clairs, c'est qu'on a en fait presque l'impression d'avoir un décor qui vient d'un autre temps. Et ça, c'est la particularité d'avoir filmé le désert. En fait, vous le savez, les déserts sont les anciens fonds océaniques historiquement, et Nicolas Chasseur-Skilbeck, il trouvait que c'était très intéressant justement pour ça, puisque c'était un lieu qui était chargé d'histoire. C'est des lieux qui marquent les traces de l'humanité. Et d'ailleurs, l'entrée dans l'oasis du Fayoum est appelée le cimetière des baleines. Donc déjà, on est chargé dans un lieu qui est un peu historique et même transhistorique, puisque c'est réellement le cas. On a l'impression d'avoir un lieu qui est complètement hors du temps, d'avoir un lieu qui appartient au passé de l'humanité, mais en même temps, ça pourrait aussi être un lieu presque post-apocalyptique. On a un lieu qui, en fait, est en dehors de l'humanité et en dehors de la civilisation. C'est ça qui est réellement intéressant et qui en fait un lieu aussi hors du temps. Ça pourrait être un lieu qui est antérieur à l'humanité ou postérieur à l'humanité. Ça pourrait même être un lieu, si vous regardez bien, on est réellement avec les sinuosités et toutes les dimensions, les aspérités du sol saharien. On pourrait très bien être plongé en fait dans un cratère lunaire et dans une autre planète. Et c'est ça qui est particulièrement intriguant et qui nous prend dans cette œuvre. La particularité également, c'est le fait que Nicolas Chasseur-Skilbeck, il a posé son trépied en fait sur un petit muret qui était à côté d'une tombe. Et donc, c'est pour ça qu'on a cet effet encore plus surplombant et englobant. On est réellement à ras du sol. Ça veut dire qu'on est immergé, on est plongé réellement dans le sol, ancré dans le sol. Et on a ce ciel surplombant qui vient. Ça, ajouté justement aux retouches numériques et à cette déconstruction temporelle, eh bien, on est réellement suspendu, on est réellement en dehors du temps et plongé justement dans cet espace. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui confère une connotation assez mythique et mystique
à cette œuvre, ça lui donne toute une symbolique. Et on sait que Nicolas Chasser-Skilbeck, il a été réellement imprégné également par les légendes locales, les dires locaux, et imprégné par toute une forme de mythologie et un mythe local qui a renforcé justement sa volonté de présenter cette œuvre ainsi et de donner justement ce goût et cette particularité à cette œuvre. Pour l'œuvre As the Wind Blows, l'artiste vous donne à voir un paysage qui vient d'Italie, la ville de Tarquinia, qui a été réalisée en début d'année 2020, il y a un an tout juste. Ce paysage, en fait, il vient du centre-ouest de l'Italie, juste au sud de Rome, sur la côte, sur le littoral méditerranéen. Et il est chargé d'histoire à nouveau, comme ceux que vous avez vus précédemment, puisque c'est l'endroit de tombe étrusque, ce peuple central d'Italie qui date de moins de 1700 ans, c'est-à-dire la proto-histoire ou l'âge de bronze, et qui a été peu à peu éteint par l'invasion des Romains à partir de 264 avant notre ère. Ce paysage, il vous parle peut-être, il vous est peut-être familier parce qu'il ressemble en tout point à une composition picturale de paysage classique avec en premier plan d'abord un aplat de nature comme un champ, puis des formations des éléments naturels à nouveau, peut-être modifiés par la main de l'homme, et enfin un ciel. Néanmoins, cette image tout à fait réelle n'existe pas, puisqu'il est tout à fait impossible de la trouver telle que vous la voyez aujourd'hui. D'abord, puisqu'elle date d'il y a plus d'un an et que le paysage a forcément changé, et également parce que la trace du numérique est tout à fait visible et saute aux yeux. Cette modification des couleurs, elle dénote du travail de l'artiste qui utilise le numérique comme sa signature. En peinture, on peut voir la trace du pinceau de l'artiste. En sculpture, peut-être la forme des doigts et des empreintes, ou bien dans une chanson, le souffle de la personne qui chante au micro. Ici, c'est bien la technique numérique qui est mise en avant et l'image ne fait pas du tout illusion. Néanmoins, les repères sont aussi abandonnés par les couleurs, en commençant par le ciel rouge vif qui n'existe pas dans la réalité et qui pose un aplomb qui peut donner une ambiance lourde ou bien apaisante ou encore inspirante. C'est à vous, c'est à chacune et chacun de nous de se concentrer sur ce que l'on voit. On voit également dans les arbres une couleur violette électrique qui est inversée grâce à son algorithme numérique, et enfin le vert du gazon qui reste vert. On peut alors se demander à quel moment l'artiste est intervenu, et si le ciel devient rouge, alors l'herbe reste verte. Ce calcul numérique est en fait la trace à la fois de l'algorithme, à la fois de l'intention de l'artiste. En se rapprochant de plus près, on peut également voir de nombreuses taches dans le gazon, de violet, de jaune ou de blanc, qui peuvent venir de l'environnement naturel ou également de la trace de l'artiste. Et c'est là qu'on comprend que ce qu'il nous donne à voir n'est absolument pas une réalité, mais bien la sienne, un paysage nouveau, un paysage mental qu'il vous invite à interpréter à votre guise. Il a également caché un nouvel indice de compositing vidéo, comme vous avez pu le voir dans les précédentes œuvres. Et nous vous laissons libre à vous de partir à sa recherche. Je vous donne simplement un indice qui est spectre. Si vous écoutez la médiation audio de cette œuvre, vous en saurez bien plus et vous ne manquerez pas de trouver cet indice dans l'œuvre. On peut également comprendre la trace de l'histoire avec un grand H, de l'humanité dans cette œuvre, et l'artiste utilise à nouveau sa sensibilité propre pour indiquer une ambiance symbolique et esthétique qui tient parfois du mystique,
Mais à nouveau, c'est à vous d'interpréter cette œuvre en la regardant, en la contemplant et également en l'écoutant, puisqu'elle est accompagnée d'un fond sonore qui n'est pas présent dans l'exposition, mais que vous pourrez trouver également sur son site internet et qui a été travaillé de manière numérique et inventé également de manière numérique. C'est pourquoi ce matériau est le matériau principal de sa création et non pas un outil rapporté. Cette œuvre, et comme toutes les autres, c'est une proposition de voyage et d'évasion, et aussi une proposition de vous faire votre propre avis et une nouvelle banque d'images, une nouvelle histoire à vous. Et ce partage, c'est ce qui, à nos yeux, fait des œuvres et de la culture essentielles. La visite ne s'achève pas ici puisque l'exposition continue jusqu'au 16 avril 2021 à la bibliothèque et également sur le site du Festival culturel de l'UPEC jusqu'au 25 avril sur Internet et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre, poser des questions et venir nous questionner également ici. Laissez des commentaires pour nous donner à répondre à vos nombreuses interrogations et faire un livre d'or que nous avons aussi ici, dont vous pouvez remplir les pages en nous rendant visite. Cette année a été légèrement compliquée à cause du contexte sanitaire. Néanmoins, nous avons beaucoup apprécié mener à bien ce projet. Nous remercions énormément Nicolas qui nous regarde de chez lui et toute la régie qui se trouve derrière la proposition technique qui est ici, également la bibliothèque qui est encore un lieu ouvert en France et il nous tient à cœur de les remercier. Ces ateliers avec Nicolas Chasseur-Skilbeck, ils ont duré toute l'année et ils sont encore pour nous importants puisque nous avons besoin de son retour. Et la médiation culturelle, c'est évidemment un échange entre les artistes, entre les œuvres, entre nous bien sûr, et aussi avec les publics. Donc nous avons besoin de vous comme nous avons besoin des œuvres. Ça a également mêlé divers enseignements dans notre année. Ça mêle la communication, l'histoire de l'art et le numérique, qui est une grande nouvelle cette année et qui nous a donné un peu de fil à retordre aussi. C'est très important que ces œuvres vous soient présentées et si elles sont ici en 2 dimensions sur des écrans et même en 3 dimensions dans l'espace, ce sont aussi des œuvres dématérialisées, ce qui implique la réflexion en fait de la création aujourd'hui et montre qu'il n'est pas incompatible de présenter du numérique in situ. Pour moi qui étais aussi porteuse du projet avec Charlotte, j'ai pu découvrir toutes les coulisses du montage d'un projet culturel et la découverte de l'artiste Nicolas Chasseur-Skilbeck grâce au concours d'Hélène Ramollet nous a permis à la fois de nous exercer mais aussi de découvrir des problématiques nouvelles dans le monde de l'art. Et en ce qui me concerne, j'ai beaucoup apprécié pouvoir discuter de l'esthétisme d'une œuvre d'art, de pouvoir rencontrer des publics quand ils seront là et me préparer à une médiation, également un travail d'équipe fort et qui nous a permis de recouper des expressions et vous avez pu le voir, toutes les médiations sont différentes et sont personnelles à nous. Évidemment, ce sont des médiations discussions et non pas des visites simples. C'est pourquoi on a besoin de vos retours. Chacune l'a pris de manière personnelle et je vais laisser la parole à Nathanaël pour expliquer aussi son ressenti. Oui, donc c'est vrai que c'était pas facile cette année de mener à bien un projet d'exposition. Ça a été plusieurs fois, on a eu un peu peur que ça voit pas le jour, mais finalement, on est super contente que ça soit mis en place. C'est vrai que ça a été très intéressant de pouvoir lier tous les enseignements qu'on a eu cette année, que ce soit de la gestion de projet, donc comme disait Axel, de la communication. On a également eu des cours de graphisme, enfin du moins de PAO, qui nous ont permis de réaliser l'affiche, de s'occuper de tous les visuels de l'exposition. Et ça a été beaucoup de travail, mais c'est super intéressant de voir le résultat fini
et de voir que c'est aussi intéressant. Ça a été pour moi ça a été vraiment un plaisir de découvrir l'artiste Nicolas Chasseur-Skilbeck, parce que c'est vrai que c'était une partie de l'histoire de l'art que je connaissais très peu. Alors déjà, on connaît souvent pas très bien l'art contemporain, et alors l'art contemporain numérique, vidéo, tout ça, c'est encore un peu plus compliqué. Donc je trouve que c'est super intéressant qu'on ait pu monter une exposition sur cette partie de l'histoire de l'art qui est en train de s'écrire et qui mérite de l'intérêt vraiment, parce que c'est très intéressant. C'est une autre manière de faire de l'art finalement, un autre médium qui est très intéressant et que je connaissais pas du tout, et ça a vraiment été un plaisir de pouvoir le connaître. Et voilà, donc c'est un projet assez collectif qu'on a mené avec donc notre classe, et donc voir le résultat fini là aujourd'hui, c'est super intéressant. Donc on a beaucoup apprécié aussi pouvoir présenter en live l'exposition. Bien sûr, on continuera avec des médiations pour jusqu'encore le 16 avril. Mais voilà, en tout cas, c'était une première expérience et une première présentation de l'exposition. Et c'était super intéressant. Donc maintenant, je vais passer la parole à Charlotte aussi pour qu'elle nous en parle. Merci. Donc oui, que dire de plus? Je pense que le principal a été dit. Effectivement, c'est un projet qui nous tenait à cœur, et je pense que vous l'avez bien entendu. Et ça a été une vraie rencontre, c'est vrai, avec Nicolas Chasseur-Skilbeck, que je resalue à nouveau et que je remercie. Ça a été une vraie rencontre, et c'est vrai que dans cette exposition, ce qui était important, c'est qu'on a réellement conçu ce projet d'exposition en essayant d'être le plus en accord avec son propre processus créatif et sa propre démarche artistique. Donc c'était réellement l'idée. Donc on vous invite vraiment à venir. Ça nous ferait plaisir aussi de pouvoir continuer en fait ces discussions autour des œuvres si ça vous intéresse, ou également de pouvoir les découvrir via des QR codes et des médiations audio. Vous pourrez découvrir nos médiations plus détaillées sur les œuvres sur le site du Festival culturel de l'UPEC. Et en tout cas, on attend vos visites. Merci. Pour finir également, un petit mot sur l'exposition Images réelles, paysages mental. Nous avons choisi en collaboration avec la classe et nos enseignements, et surtout Nicolas Chasseur-Skilbeck, 5 œuvres qui sont pour nous représentatives d'une problématique importante aujourd'hui et d'un thème qui est le voyage et l'expérience de l'œuvre et des images visuelles et numériques. On vous invite donc à nous rejoindre, mais aussi à profiter de ce festival pour vous évader. Et c'est pourquoi nous vous souhaitons une bonne continuation sur la plateforme numérique. Et un grand merci encore à tous ceux qui ont concouru à cette production. Et à bientôt.